Monsieur le ministre, bonjour, bonsoir, même, bienvenue à 24/60. Merci de l'invitation. Une annonce très importante parce qu'on est tellement préoccupé par l'urgence climatique qu'on attend chaque mesure comme presque un cadeau du ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans l'annonce d'aujourd'hui, quelque chose de rassurant ou pas sur l'atteinte de nos objectifs? Est-ce qu'on va y arriver? Oui, et ce qui frappe l'imaginaire, c'est l'importance des budgets qui sont maintenant accordés à la crise climatique. C'est un plan de 9 milliards de dollars qu'on a annoncé ce matin. Si on regarde depuis les 2 dernières années, c'est un budget qui est en croissance de 35 %. Donc, c'est une première nouvelle, mais la meilleure nouvelle encore, c'est qu'on se rapproche de l'atteinte de notre cible. Lorsqu'on a initié notre démarche, on avait 42 identifiés, financés. On est passé à 51 l'année passée. On est maintenant à 60 ce qui fait qu'à chaque année, il y a une progression constante qui se fait et on sera à 100 en 2030. Oui, parce que si on prend le chiffre d'aujourd'hui, puis on vient de voir le tableau à l'instant, 60 c'est pas 100 Alors, comment peut-on y voir l'atteinte des objectifs vraiment pour 2030? On s'est donné une démarche extrêmement rigoureuse. Avant de calculer un pourcentage, on s'assure qu'il y a 3 éléments réunis. La mesure identifiée avec la réduction de GES, le budget confirmé, donc c'est pas hypothétique, le budget est confirmé et surtout le changement réglementaire qui va en conséquence. Donc, avec ces 3 éléments-là, comme je le mentionnais, on est pu passer de 42 à 51, maintenant 60 et c'est une mise à jour qui est faite à chaque année. Donc, au printemps, l'année prochaine, je reviendrai avec le plan de mise en œuvre numéro 4, possiblement encore davantage d'argent et surtout des pourcentages de plus. Le but, c'est d'être à 100 en 2030. Mais encore une fois, on ne calcule pas les potentiels, on calcule les effets réels. Donc, c'est une rigueur qui nous empêche d'extrapoler et on y va avec des certitudes. En même temps, vous avez entendu l'opposition. Ils voient là-dedans des mesures à la petite semaine, là. C'était pas possible d'y aller avec des mesures très concrètes jusqu'en 2030? C'est des mesures très concrètes. En fait, le 9 milliards comprend 180 mesures au complet. Au total, on est en mesure d'associer pour chacune de ces mesures-là des réductions précises d'émissions de GES. Donc, ce n'est pas improvisé, ce n'est pas à la petite semaine et c'est appuyé par une réglementation qui est contraignante aussi. Et l'année prochaine, on sera en mesure d'ajouter à ce pourcentage. Là, l'important, c'est d'être à 100 à la fin de la décennie. Bien, il reste 7 ans, donc au moins un petit 10 par année au moins. En fait, ce sera moins. En fait, plus on se rapproche du 100 plus c'est des étapes qui sont difficiles. Donc là, on fait des bons 9 en moyenne par année. Mais avec les années, on peut s'attendre à des bons plus petits, mais l'important, c'est l'atteinte de la cible en 2030. C'est intéressant ce que vous dites. Plus on s'y approche de l'échéance, plus c'est difficile. Qu'est-ce qui est plus difficile? C'est d'harmoniser, au-delà des politiques, c'est la volonté des gens de faire vraiment quelque chose, les individus, d'ajouter des contraintes. Parce que je prends l'exemple des voitures électriques. Vous en voulez 2 millions en 2030, mon Dieu Seigneur. Alors qu'il n'y en a pas. On est loin du compte pour le moment. Les gens qui achètent une voiture électrique en ce moment, ils attendent des fois jusqu'à 18 mois. Ils payent très cher. Puis on se demande comment vous allez atteindre cet objectif. Vous avez bien identifié la problématique. La demande, elle est très élevée, mais l'offre est insuffisante. Donc, on est venu ajouter un règlement très contraignant pour les constructeurs, pour les obliger à rendre disponibles ces véhicules-là. Et ça va nous permettre d'atteindre le 2 millions parce que si jamais ils ne les rendent pas disponibles, c'est des contraintes financières excessivement importantes qui attendent ces constructeurs-là. Et ce type de réglementation-là, là où c'est implanté à travers le monde, c'est là où les résultats sont les plus probables. Une des critiques qui est faite, c'est que les gouvernements, le vôtre aussi, hésitent, comme ça se fait un peu en Europe, d'imposer un malus sur les voitures énergivores parce qu'elles sont très populaires encore. Et ça, vous ne le faites pas. C'est pourquoi? C'est volontaire. On le disait, il y a un problème de disponibilité. Moi, je serais bien mal avisé, mal à l'aise d'imposer un malus alors que l'alternative n'existe pas. C'est difficile de pénaliser quelqu'un alors que le choix qu'il souhaiterait faire n'est pas disponible. Donc, on veut rendre disponibles ces véhicules-là dans un premier temps et par la suite, le marché va s'adapter. On est les premiers. On parlait de l'Europe. Avant l'Europe, on a adopté une loi
loi qui vient interdire la vente des véhicules à essence après 2035. La Californie s'est collée sur notre propre réglementation. Donc, on est réellement des leaders au niveau de l'électrification des transports. Quand on parle de voitures, puis ça intéresse tout le monde, là, on en utilise encore beaucoup. Même M. Drainville, il dit, attends, là, je sais pas que les GES, ça va tout être des voitures électriques. Ça, on parlait du troisième lien. Mais il reste que lorsque vous dites l'alternative n'est pas, l'alternative électrique n'est pas là, mais entre s'acheter une voiture VUS très énergivore et une voiture moyenne qui n'est pas énergivore, il y en a des alternatives. Et c'est pas le gouvernement qui peut juger des besoins des citoyens. La première alternative, celle qui est privilégiée, c'est tout le temps le transport collectif. Et dans 9 milliards, on n'inclut pas les dizaines de milliards qu'on a actuellement en transport collectif. Mais en même temps, si moi, la personne en a besoin pour son travail, si elle a une famille nombreuse, je peux pas dire on vous confine à des petites voitures. Il faut laisser cet espace de liberté-là. Mais oui, il faut viser l'électrification même des VUS. En 2035, ça s'appliquera également aux VUS et on a de plus en plus de VUS électriques aussi, des modèles nouveaux qui s'ajoutent année après année. Mais ce n'est pas le gouvernement qui veut dire vous n'avez pas le droit d'acheter tel type de véhicule. On ne connaît pas les besoins des gens et on les laisse prendre les décisions là, qui sont les meilleures pour leur réalité. Vous prévoyez 514 millions pour les bornes de recharge? Ça, c'est fondamental. On veut plus de véhicules électriques. Naturellement, il faut avoir le réseau pour le supporter. Donc, c'est un investissement majeur. On a déjà le réseau. Là, l'électricité? Oui, ça a été, tout ça a été calculé avec nos partenaires, autant Hydro-Québec qu'avec mon collègue à l'économie et à l'énergie. Donc, c'est validé, la disponibilité, elle est là, mais on ne peut pas espérer avoir 2 millions de véhicules électriques sans avoir le réseau de recharge en conséquence. Et déjà, on est les meilleurs en Amérique du Nord au niveau du réseau de recharge. Et avec ces 5 millions-là, 500 millions supplémentaires, c'est réellement hors de commun, hors de comparaison avec les réseaux qu'on retrouve ailleurs. Il y a un chiffre qui est intéressant aussi. 6 tonnes de CO2 par habitant, c'est un objectif alors qu'on est à 8,7. Comment on y arrive? C'est l'addition de toutes ces mesures-là. C'est une moyenne par habitant. Et là aussi, on a toutes les raisons d'être fiers. Au Québec, on a une moyenne de 9 tonnes par habitant, alors que le Canada et les États-Unis, c'est plus que le double. Donc, on est réellement dans une position de leadership. Mais ce 9 tonnes-là, on veut l'amener à 6 tonnes. Et c'est en étant à 6 tonnes par habitant qu'on aura atteint notre cible de 37,5 de réduction par rapport à l'année de référence qui est 1990. Monsieur Charette, je vais vous amener sur un autre terrain, celui de Kanesatake. Grande actualité entourant ce fameux dépotoir. Vous allez recevoir sous peu une invitation à aller manifester devant le bureau de votre collègue, d'un collègue fédéral, Mike Miller. Mais écoutons d'abord ce qui s'est dit à la Chambre des communes hier entre le député bloquiste, M. Garon, et le ministre de l'Environnement, M. Guilbeault. On écoute. Il faut que le gouvernement cesse de jouer au ping-pong puis qu'il fasse preuve de leadership. En entrevue à Radio-Canada, le ministre des Relations couronnes autochtones tenait ses propos regrettables et je cite « Faut lâcher cette idée que chaque fois qu'il y a 2-3 Autochtones impliqués dans un enjeu, que c'est un problème du fédéral. » Monsieur le Président, la communauté de Kanesatake demande de l'aide et c'est une réponse inacceptable à leur appel. Oka demande de l'aide, toute la région demande de l'aide. Le seul parti qui fait du ping-pong avec ce dossier-là, c'est le Bloc québécois. J'ai moi-même reconnu hier, Monsieur le Président, en entrevue avec la presse, que le gouvernement fédéral avait un rôle à jouer, que le gouvernement fédéral allait jouer son rôle. Si eux veulent jouer du ping-pong, nous, de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, on va trouver des solutions. Alors, cette histoire de Kanesatake, de déversement, de dépotoir illégal, c'est une bombe environnementale. On crie à l'aide. Est-ce qu'on vous lance la balle? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement là, pour... La première chose qu'on devait faire, on l'a fait. On a fermé le site. Moi, je suis entré en fonction en janvier 2019. C'est un des premiers dossiers que j'ai eu. Et malgré les recours judiciaires des responsables du site qui ont prolongé les délais, en quelque sorte, on a réussi à le faire fermé en 2020. Cependant, il y a un passif environnemental qui est important. On travaille avec je travaille avec mon homologue fédéral, mais également au niveau du Québec, mon collègue Yann Lafrenière, responsable des relations avec les Premières Nations, avec la communauté locale aussi. D'ailleurs, mardi, on a une rencontre importante là, pour voir quelles pourraient être les suites. Bon. J'ai mon collègue à la sécurité publique qui est interpellé, qui est impliqué dans la démarche. Tout est lié là-dedans. Ce fameux dépotoir
dépotoirs liés au crime organisé. Tout à fait, tout C'est à comme, fait. il y a comme une sorte d'impuissance. Et la décontamination, ils voudraient ça coûterait 100 millions. On évalue à plusieurs dizaines de millions, sinon une centaine de millions, la décontamination du site. Ça, c'est un passif fédéral. Par contre, c'est pas qu'on veut se dégager de notre responsabilité, mais c'est un passif environnemental fédéral. Mais dans l'intervalle, il faut cesser la possibilité qu'il y ait une contamination qui s'accentue. Donc, on continue à suivre le dossier de près. Il y a des inspecteurs qui s'y rendent à l'occasion. Les inspecteurs fédéraux étaient là le 8 mai dernier. Il ne semblait plus y avoir d'écoulement vers la rivière, ce qui est déjà une première bonne nouvelle. Il semble y avoir eu une brèche là, qui a été colmatée. Donc, il faut suivre le dossier de près, mais ce n'est pas simple, effectivement, et ça implique plusieurs ministères, autant du côté québécois que du côté Puis vous, votre rôle à d'Ottawa. vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là? C'était de fermer le site, Oui. s'assurer que la contamination ne se propage pas. Dans le lac de Maintenant, Montagne. exact. Et c'est ma région. Hein? Je suis député du secteur, donc c'est un secteur que je connais bien. Et c'est de s'assurer qu'on puisse entreprendre la décontamination du site le plus rapidement possible. Ça c'est fédéral, mais vous pourriez... On collabore naturellement. On a des rencontres régulières là, avec nos homologues fédéraux à ce niveau-là. Merci beaucoup, Un M. plaisir. Charette. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.